Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet sur lequel on m'interroge très souvent dans les commentaires des vidéos, mais aussi dans mes cours ou dans mes conférences. C'est une question très sérieuse, c'est la question de l'humour au travail. Est-ce que la sociologie s'est intéressée aux plaisanteries de bureau? Est-ce qu'il existe une sociologie de l'humour au travail? Eh ben oui, il existe des travaux sur le sujet et des travaux très sérieux. Je vous propose d'en découvrir quelques exemples. Parmi les premiers travaux de réflexion sur le sujet, on peut évidemment citer Le Rire de Bergson, paru en 1900 pour Bergson. Rire, c'est plaquer du mécanique sur du vivant. Par exemple, quelqu'un qui glisse et qui tombe dans la rue ressemble à une machine maladroite qui n'a pas su s'adapter au relief du sol. Sans remettre ce principe général en cause, les sociologues, mais surtout les anthropologues, se sont vite rendus compte que, pour reprendre les termes de Geneviève Calam-Griaule, si le rire est universel, il est loin d'être déclenché partout par les mêmes causes. Pour comprendre concrètement ce qui fait rire, il faut explorer les logiques internes et les références culturelles des groupes concernés. S'intéresser à l'humour au travail, c'est avant tout saisir de quoi, comment, pourquoi et avec qui on rit. Du coup, on se rend compte rapidement que tous les rires ne sont pas équivalents et qu'ils n'ont pas tous le même rôle. Les études sociologiques et anthropologiques font ressortir 3 grandes fonctions du rire au travail: gestion des émotions, création et entretien d'un collectif et outils de pouvoir. Les émotions peuvent être d'ordre négatif. Dans ce cas, le rire et la plaisanterie servent à soulager les souffrances générées par le travail. Ils permettent de gérer la pression causée par une activité difficile, par une relation conflictuelle ou par un incident spécifique. Rire et plaisanter sont donc d'excellents révélateurs des désaccords, des controverses et plus généralement des stigmates qui pèsent sur l'activité du travail. Dans son article « La vanne et la pression », Christian Gazarian montre que les plaisanteries des électriciens sur les chantiers du bâtiment sont un moyen d'évacuer les tensions et les contrariétés qui se sont accumulées dans le travail. Dans ce cadre, utiliser l'humour autorise à dire des choses sérieuses qui ne peuvent pas être énoncées autrement, ce qui remplit en plus une fonction de contrôle du groupe sur lui-même. Mais les émotions générées par le travail peuvent aussi être agréables. Le rire au travail peut aussi être envisagé de manière positive et pas uniquement comme une résistance à la souffrance au travail. Et ça, on le retrouve dans l'article « Produire et s'amuser à l'usine » de Delphine Cortel, qui s'intéresse à une usine de câblage électronique en Allemagne. Dans cette usine, les ouvrières revendiquent l'amusement comme une manière d'être au travail nécessaire au bon fonctionnement de l'usine. Ici, l'amusement est constitutif du travail et les ouvrières revendiquent un travail bien fait, effectué ensemble et dans un environnement riche en blagues et en rires destinés à bien s'entendre. Le rire et la plaisanterie ne sont donc pas là pour soulager le travail, mais bien pour le faire advenir. Certaines recherches se sont penchées sur l'importance des plaisanteries dans la construction ou dans l'affirmation d'une appartenance collective au travail. C'est un processus qui a été très bien mis en évidence par Frédéric Barthes dans ses travaux sur les constructions identitaires. L'usage intensif d'un humour moqueur et l'utilisation de surnoms souvent humoristiques, voire carrément caustiques, permet à ceux qui travaillent de signifier leur appartenance à un collectif. Dans le cadre de ces collectifs, les plaisanteries remplissent une fonction pédagogique de transmission de savoir, de savoir-faire ou de mode d'interaction spécifique pour un monde professionnel donné. Le rire permet aussi de fabriquer des systèmes d'alliance et d'exclusion qui se superposent à ceux qui existent déjà. Quand on rit avec quelqu'un dans l'organisation, c'est pas seulement parce que sa plaisanterie est drôle, ça peut aussi être parce qu'on appartient à son groupe, qu'on veut y entrer ou qu'on veut accueillir cette personne dans le sien. Il n'y a pas d'alliance sans la possibilité d'une exclusion. On ne peut pas être avec quelqu'un sans être potentiellement contre quelqu'un d'autre. Du coup, on ne peut pas considérer le rire dans le contexte d'une organisation de travail comme quelque chose de totalement et uniquement spontané, fondé seulement sur le caractère drôle de la plaisanterie. Pour reprendre les termes de Marcel Mauss, le rire est un don que l'on accorde et qu'on pourrait refuser. C'est le signe d'une alliance qu'on veut bien passer ou renouveler avec celui qui fait la plaisanterie. L'étude de l'humour au travail ouvre aussi des pistes de réflexion sur l'organisation des relations de pouvoir. Sur ce sujet, il existe un article très intéressant de Pascal Apsy qui étudie
les maisons closes. Dans les maisons closes de Potosí en Bolivie, le rire est utilisé par les travailleuses du sexe comme un outil de pouvoir et de domination sur les clients et parfois plus largement sur les hommes. L'humour entre les prostituées contient une dimension de contre-éducation professionnelle et des codes sociaux féminins spécifiques sur les questions de décence et de pudeur. La récurrence de l'humour, sa codification et sa pratique en font un véritable art corporatif. Dans ce cas, ce sont celles qui sont a priori les dominées qui parviennent à inverser une relation de pouvoir grâce à l'usage de l'humour. Il arrive dans d'autres cas que l'utilisation des plaisanteries contribue à renforcer une inégalité déjà existante. On se rappelle de la proposition de Bergson selon laquelle rire, c'est déceler le mécanique dans le vivant. Eh ben, ça permet de comprendre le lien entre rire et pouvoir. Chaque fois que je ris de quelqu'un, je le renvoie à une condition de machine, à de la matière, alors que je suis moi-même esprit. Et ça produit chez moi un sentiment de supériorité. En plus, une fois que j'ai compris comment fonctionne la machine de l'autre, eh bien, je peux m'emparer de la clé qui permet de le mettre en mouvement et, au sens littéral du terme, de le faire marcher, donc d'exercer une forme de pouvoir sur lui. Ce pouvoir est d'autant plus grand que d'autres personnes vont éventuellement rire avec moi de celui que j'ai choisi pour cible. Quand quelqu'un fait une plaisanterie, le fait de rire avec lui permet de partager avec lui le sentiment de supériorité et de pouvoir que lui donne sa plaisanterie, et aussi éventuellement de lui faire allégeance et de solliciter sa bienveillance pour ne pas devenir sa prochaine victime. C'est de là que vient le pouvoir du rire. Nous préférons être avec celui qui rit qu'être celui dont on rit. Le pouvoir de celui qui sait faire rire les autres tend donc continuellement à augmenter parce qu'il maîtrise un outil qui peut servir à drainer vers lui la sympathie des autres et parce que confusément, il se fait craindre. Du coup, ce qui constitue le fond même de la plaisanterie devient finalement assez secondaire par rapport à ce lien qui existe entre rire et pouvoir. En tout cas, dans ces contextes propices au développement des relations de pouvoir que sont les organisations de travail. Le rire polarise le groupe. D'un côté, ceux qui rient ensemble, de l'autre, ceux avec qui on refuse de rire et ceux dont on rit, qui sont parfois les mêmes. Il y a donc le rire avec et le rire contre. Le rire peut servir à fabriquer des systèmes d'alliance et d'exclusion. Voilà, je vous avais prévenu, le rire est une affaire très sérieuse et comme d'habitude, il reste beaucoup de choses à dire. Si vous avez d'autres références sur le sujet qui peuvent intéresser la communauté, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je me charge de vous mettre une petite bibliographie en fin de vidéo, comme d'habitude. Merci de votre attention et de votre fidélité. Rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!